Good evening, dear friends. Good evening, dear guests. I'm very happy to see all of you today at our Apéro Géopolitique project. It's an open discussion platform which we created in partnership with the Swiss UMEF University of Applied Science Institute. To raise important questions to understand and deeper understand the geopolitical processes, what is happening, what could be future scenarios, and all these things to our experts. So I want to thank very much Professor Jawed Sangdel for his support and openness to let us to meet here together at this adorable chateau. So first of all, I would like to present our experts and shortly myself. My name is Kati Kojurari. I have been working in journalism for 20 years. I'm author of the book. One of them is Building Peace, Moldova, Switzerland. Ambassador Jean-Daniel Ruch, he served as ambassador of Switzerland in Serbia, in Israel, most recently in Turkey. He also was a special representative of Switzerland in the Middle East. He worked in OSCE, in the United Nations International Criminal Tribunal on former Yugoslavia. And he recently published a book, Crimes, Hate and Tremors, which became a bestseller, and in French part of the Switzerland and in German part of the Switzerland, which is quite unique. And Hicham Lermissi, our geopolitical expert, who is specialized on the Middle East. Hicham is secretary of International Geneva Institute for Peace Research. He's also lectured at the Swiss UMEF. He's a regular columnist in different international media. He worked as an advisor for French parliamentaries and for former ministers. So, Hicham Lermissi is the author of the idea of Apéro Géopolitique, which he launched in Annemasse, and he inspired to co-organize it in Geneva. And I would like to emphasize that we are here not for criticizing any government and their action. We're here to find answers for very complex and difficult questions, and also to discover books which are related to geopolitical topics. And this is the case. Jean-Daniel Ruch published in May this year this book, Crimes, Hate and Tremors, which now in the top list of Payot bestsellers. So this book opened the door to the mechanism of the big politics through the 30 years of Jean-Daniel diplomatic experience. How to say it? It shows a bitter truth, but at the same time a pleasure to discover a very valuable knowledge, the rare and valuable knowledge. And now I would like Jean-Daniel to ask you, may you introduce your book and highlight the highest value of this book, please. Thank you very much. Thank you all for welcoming us. So we are in the geopolitics, and the apéro will follow, I understand. It's true. It's Apéro Géopolitique. Yeah, in 1 hour. Listen, the reason why I wrote that book is because I had an influx of blood and anger after or on the 24th of February 2022. Now you know what happened on 24 February 2022. And it was not only the Russian invasion of Ukraine, it was even more so maybe the fact that we could not prevent, or that not enough efforts were made to prevent this from happening. Because with my experience in diplomacy, I'm pretty sure that if there had been the political will, and I mean on both sides, this war could have been prevented. And I have been enough in conflict situations, including in Gaza, including in the Balkans, including in Syria, including in Lebanon, to know that any war is associated with unbearable suffering from the population. And the longer it lasts, the more difficult it is to repair the people, to repair the families, but also to repair the relations between the warring parties. So then I had a second big influx of blood and anger
After my conversations in the Turkish Foreign Ministry when they were playing the mediator, I was told that the talks were promising, that the possibility of a ceasefire was near, and then the talks collapsed. And I think it's pretty clear now, it has been pretty widely researched and reported why it collapsed. What I heard from the mediators was because there are some powers who have a more global agenda, and they believe it's too early to stop the war. So, and again, I was thinking of those poor kids who were in their trenches and who were receiving shells on their heads. So, sometimes the best way to exorcise your anger is to put it down on a piece of paper. And that's why I started to write this book, and while writing, many memories came back to my mind from my times in the OSCE when I was trying to promote democracy, including in Russia. Then my time with the Yugoslavia War Crimes Tribunal, where we're trying to bring justice precisely to the victims and to the families of the victims of wars. And then my time in the Middle East, when we tried to bring together a two-state solution through the Geneva Initiative in Israel and Palestine, and in other places in the Middle East. And I thought, well, all these memories I have, they are somewhat connected to what's happening today. And maybe they give they can give some keys to understand more deeply the root causes of the current conflicts. And that's why I decided to write this book. So now we're moving to the discussion Iran, Israel and Saudi Arabia, a new big game in the Middle East. Why it's new then? The Middle East region was always so complex and with a lot of long-term conflicts. Because now it's a critical moment, a historical transformation, a new balances of powers appearing, new alliances. So maybe now, with the war, Israeli war in Gaza, maybe now appearing this window of opportunity to resolve this Israeli-Palestinian conflict. So Jean-Daniel, in the book you wrote that you were occupied and you played an important role of promoting the Geneva Initiative. It's about recognizing Israel by Palestine and Palestine by Israel and then adoption by UN Security Council. So please, can you talk us briefly about this initiative? How far you went with it, why it was maybe blocked, and is it possible to apply in a new context? Actually, the Geneva Initiative is the two-state solution in practice, with 500 pages of details on all key issues of the two-state solution. Now, for a long time, nobody has spoken about the two-state solution. Many people think, even today, that the two-state solution is dead. However, after 7 October, suddenly the two-state solution came back onto the table. Why? Because the 7th of October has shown that the policy that has been implemented by the Israeli government for the past about 15 years, a bit less, which is a policy of managing the conflict, has led to a disaster, has not led to the desired outcome. And that's why everybody, if there is one area of consensus in the international community today, it is the two-state solution. Because you have heard the official position of China, Russia, United States, all European countries and institutions, they said the only possibility is to have a two-state solution. But how should it look like? Nobody really ventured to think about it. Now, back then, when in the 20 years ago, actually, the two-state solution was seen as promising. You had Oslo, then you had negotiations between Arafat and Barak under Clinton, who almost led to a deal in Taba. And then some of the negotiators on both sides, they say, my goodness, it is impossible that we missed this opportunity. So let's continue to work, and they worked out this arrangement, which became known as the Geneva Initiative because it was presented in 2003 here. And then we worked on all the details, and the result were those 500 pages
which are now becoming pretty interesting again. The people in Israel and Palestine who continue to work on that, they are being approached by the big powers, including by the United States, to see whether this is still possible. I wrote a study on the feasibility of the two-state solution, which has been published in various academic reviews 2 months ago. I came to the conclusion that technically it's feasible, technically, but it would require an immense political investment, and not just in Israel and in Palestine, but also in the outside world. And I'm just not sure that the political will is there to proceed to such an investment. Thank you. About the political will. Today I received a message from the president of the Academy of Science and Humanity of Israel, who shared with me a link to the New York Times article, where him with the former chief of Mossad, with the former ex-prime minister of Israel, they wrote this article to show their attitude to Netanyahu policy. I would like to quickly to cite. Mr. Netanyahu's appearance in Washington will not represent the state of Israel and its citizens, and it will reward his scandalous and destructive conduct towards our country. We may lose the country we love. You were ambassador in Israel. You were leading negotiations with the leaders of Hamas. You know very well the situation there. So, how can you explain the Netanyahu strategy towards Gaza? What is the internal situation in Israel? How soon the pre-elections can happen? So, your yes, well, I mean that would be a subject for the whole evening. So let me try to be very short. Not in the previous election, not in the previous, but in the previous election, I wrote a cable to burn where my conclusion was Netanyahu is waging his last political campaign. And you see he's still in power today. So I wouldn't say that Netanyahu is politically on the way out so soon. This guy is an incredible survivor. I don't know what he will do. There is definitely a serious risk and very dangerous risk of escalation at the northern border. We know that if there is an escalation in Lebanon, it's very likely that there will be also that Syria might get involved, that Iraqi militias might get involved, and then the big question is whether there would be a direct involvement in or from Iran, which would be, of course, very, very dramatic. So this is a very serious situation. I believe extremely dangerous. I cannot tell whether this will happen. I think the Americans understand this danger, and they are working behind the scenes to prevent that from happening. That for sure. Whether they will succeed, I really do not know. Thank you. My question will be to Hichem. You're specializing on Middle East. I would like you to briefly describe, how alliances and enmities have evolved in the Middle East during the last decades, from the Cold War, from the Arab Spring, and the Abraham Accords. So, what was, let's say, the map there in the Middle East of alliances and enmities? Ensuite, vous posiez la question de savoir quelle était l'évolution des grands équilibres au Moyen-Orient. Alors, je vais juste faire quelques rappels historiques pour dire qu'à l'origine, toute cette partie du Moyen-Orient, et je parlerai de l'Iran après, était sous domination ottomane. C'est-à-dire qu'on avait un système, on avait un grand ensemble impérial, qui c'est celui de l'Empire ottoman, dans lequel justement les provinces que l'on, enfin les pays que l'on vient de citer faisaient partie de provinces ottomanes. Avec la colonisation européenne et puis surtout ce que l'on a appelé les accords Sykes-Picot en 1916, la région du Moyen-Orient a été divisée dans des logiques d'influence avec une domination ou française ou anglaise. Et avec ce qu'on appelle la conférence de San Remo, après la Première Guerre mondiale, on a eu une espèce de division et la création de types de protectorats sous influence anglaise ou française, et notamment la Palestine était sous influence anglaise. Pendant cette période-là, on a eu ce qu'on appelait le mouvement sioniste, c'est-à-dire une idéologie qui s'est créée, et avec derrière elle l'idée de création d'un État pour
pour les Juifs en Palestine. La suite, vous la connaissez, la création de l'État d'Israël après le vote résolution de l'ONU 1947, puis la création officielle d'Israël une année après, et la création d'une opposition historique entre Israël et les pays arabes, avec derrière cela l'idée qu'il fallait libérer la Palestine historique au détriment d'une colonisation européenne d'un autre type, colonisation particulière aussi parce qu'elle s'est créée au moment où le processus de décolonisation commençait. C'est là qu'on comprend toute la complexité du problème. Entre-temps, on a eu ce qu'on appelait la guerre froide, l'opposition entre bloc Est, bloc Ouest, et au sein du Moyen-Orient, une opposition qui s'est créée de la même façon entre des pays qui étaient plutôt pro-américains, pro-camp occidental, et des pays qui étaient plutôt pro-soviétiques. Parmi les pays pro-américains ou pro-occidentaux, vous aviez en tête de file l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, vous aviez le Liban en particulier, et vous aviez de l'autre côté tout ce qu'on a appelé les républiques socialistes arabes, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, l'Irak, et vous aviez dans le Maghreb aussi un pays comme l'Algérie, vous avez la Libye aussi plus tard, en étendant un petit peu la géographie du Moyen-Orient. Vous aviez l'Iran à l'époque, qui est resté très longtemps dans le giron américain, jusqu'à la révolution islamique de 1979, avec à sa tête l'ayatollah Khomeini, qui a transfiguré un peu les grands équilibres, non pas que l'Iran étant passé du côté soviétique, mais en tout cas a pris clairement ses distances vis-à-vis du camp américain et s'est inscrit dans une logique d'opposition nette et frontale à l'égard d'Israël. Par rapport à toutes ces dernières années, il y a un événement qui a été très important, qui a bouleversé la géopolitique du Moyen-Orient, beaucoup plus que la chute du mur de Berlin. Eh bien, ça a été la guerre de 2003, la guerre d'invasion de l'Irak 2003, en fait, qui a vraiment changé les équilibres dans la région. Pourquoi ? Parce qu'avec l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, on s'est retrouvé dans une situation où la population qui est majoritaire en Irak, une population arabe chiite, eh bien, a gagné en influence et a fini par prendre le pouvoir en Irak. Même si je n'aime pas ces catégorisations-là, mais bon, il y a un fait qui s'est déroulé de telle façon. Et ce changement politique en Irak, en fait, a permis à l'Iran de gagner en influence, une influence très importante qui a permis d'une certaine façon à l'Iran de pouvoir se déployer directement de l'Iran jusqu'à la Méditerranée. Pourquoi jusqu'à la Méditerranée ? Tout simplement parce que l'Irak est passé sous giron, entre guillemets, chiite pro-iranien. La Syrie, avec l'éclatement de la guerre civile en 2011, n'a pu, l'État syrien, le régime national, l'État national syrien, n'a pu survivre que par l'aide de deux pays qui ont été la Russie et son intervention militaire et l'intervention militaire iranienne, et le Liban qui, depuis le milieu des années 2000, est passé sous la domination influente de ce qui est devenu le premier parti libanais et la première puissance militaire du Liban, c'est-à-dire le Hezbollah. Donc on s'est retrouvé dans une situation où l'Iran, qui était un acteur plutôt éloigné, est devenu un acteur central en fait au Proche-Orient, et aujourd'hui l'on se trouve dans une situation très particulière où, d'une certaine façon, ce qui est en train de se jouer au Moyen-Orient, c'est une confrontation qui est en train de devenir directe entre l'Iran et Israël. On the 7th of October, because Israel realized how vulnerable it has become. It has become vulnerable, well, first because they were not able to detect in advance that there would be this assault, but secondly, because suddenly they realized that Iran is present on 6 fronts. Syria, Lebanon, Gaza, Yemen, Iraq, and the West Bank. Because there is also cells in the West Bank. And maybe even in Israel. Thank God, no, nothing happened there so far. So they became suddenly aware of the terrible vulnerability. And you are talking about the economic consequences, there are already also demographic consequences. I read a report this week that 550,000 Israelis, and I think mostly Jews, out of a population, a Jewish population in Israel of somewhere around 8 million, have left the country. So it is what? It is something around 7-8%, which is massive, of course. So of course that makes the situation even more acute. In my view, and that makes the risk of a major conflagration even more acute, because when they see, because for again, rightly or wrongly, rationally or irrationally, the Israelis are absolutely convinced that Iran
has as one of its major foreign policy objectives the destruction of Israel. Personally, I believe that the Israelis have created this system of threat against Israel mostly to take Israel over as a hostage of the relation between Iran and the United States. And there would have been an opportunity to ease this whole situation after the JCPOA, the nuclear deal, was made. But, well, Netanyahu and Trump managed to kill that deal, and actually the security situation of Israel has become even more acute. So yes, we live in a very different, very, very dangerous situation. And for many Israelis, they see that also as a matter of survival. You already started speaking about Iran. I would like also to, if you can add about the role of Iran today, maybe some growing role, and the risk of escalation like Lebanon, Israel, you know, these proxy wars around, how close we are to a larger scale war in the Middle East. Then I have to talk about Greek mythology. Right. You know, there is a trend especially in the West, but not only. I think it's a trend that you see among many religions of the book to describe the world or to read the world in terms of good versus evil. You remember Reagan was talking about the empire of evil, which was the Soviet Union. George W. Bush was talking about the axis of evil. And the result of this way of reading the world has been one disaster after the other. The Vietnam disaster for the Americans, the Vietnam disaster, the Iraqi disaster, the Afghani disaster, the Yemeni disaster, the Libyan disaster. So many disasters that it's hard to think of a war that has been won by the West since the Second World War. And I believe that if you want to understand what is happening today still, is to go back to the Greek mythology, which helps us much more. In the Greek mythology, there is a goddess called Hubris, who is a goddess of arrogance and, feeling very pride, if you want. And she's married to Polemos, who is a god of war, which means that arrogance and war are going together. And I think that this really explains very much how the history of the past 50 years and how the West overplayed its card, underestimated its enemies, and overestimated its own forces. And the result has been what we have seen. And actually, they have just opened the door for the Iranian influence in the Middle East. I guess they did not do that willingly, but this is the net result today, that Iran has never been in such a position of force. And I was speaking to Israeli friends who are involved in the two-state solution, the Geneva Initiative, a few days ago, and say, use that as a talking point. There are two governments in the world who are against the two-state solution. Two. Iran and Israel. Because this government has never recognized the two-state solution as a solution. Thank you very much. Very interesting. I would like also to ask you about this joint comprehensive plan of action and nuclear program of Iran. Do you think it's possible to bring back Americans in this agreement, and it maybe will secure somehow the region? Well, with Trump coming back in power, it seems to me very challenging. I'm curious to hear what Hisham will say about that. But I think one of the questions that you should ask is whether Iran is interested to bind itself again in an agreement where you have absolutely zero guarantee that the next government will implement the agreement. So what kind of guarantees can you give to that country that the agreement will indeed be implemented? So I think I would rather ask Iran, I would rather ask myself whether Iran is ready to go back into the agreement, and I have the feeling that for the West, the price will be higher than last time. Thank you very much.
to Saudi Arabia. Hichem, please tell us about the increasing role of Saudi Arabia in the region and in the world. Mais il est important de le dire parce qu'il y a une confrontation entre guillemets des narratifs aujourd'hui à l'échelle mondiale entre des opinions ou des gouvernants des pays, notamment du Sud global, qui clairement sont dans des positions, dans des compréhensions du conflit qui sont très différentes de celles qui existent dans l'Occident. Et ce point-là, il est important parce qu'aujourd'hui, dans le divorce qui s'est constitué entre l'Occident et le reste du monde, Ouest contre Est, pour reprendre l'appellation de mon ancien professeur Pascal Boniface, eh bien, la question ukrainienne a été un élément presque fondateur, mais la question palestinienne aujourd'hui est aussi un événement historique qui risque de précipiter ce divorce presque définitivement. Voilà pour la petite réflexion sur le sujet. Pour en venir sur l'Arabie Saoudite, moi, de mon analyse que je fais, j'essaie de me rappeler ce qu'avait dit le prince héritier Mohammed Ben Salman, en 2016. Il avait tenu un discours qui avait été assez étonnant, discours assez fort en arabe, dans lequel il disait que le Moyen-Orient en 2030 ou dans quelques années serait l'Europe d'aujourd'hui. Et l'Europe d'aujourd'hui, demain, sera le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Et il mettait en avant le fait que lui-même se donnait pour mission de faire en sorte que l'Arabie Saoudite puisse développer très fortement son économie et que toute la région, il citait pays par pays, l'Égypte, l'Irak, il n'a pas cité l'Iran, c'est vrai, il a cité le Qatar, les Émirats arabes unis, en disant que tout cet espace du Golfe et du Moyen-Orient, allait devenir un espace modèle, un espace de prospérité. Ce discours, il l'a tenu en 2016. Alors, certains ont moqué ce discours, ont ri un petit peu de ce discours en disant « bon, MBS est peut-être un peu trop ambitieux et n'a pas l'air de comprendre ce qui est en train de se dérouler dans son pays ». Lorsqu'on regarde les choses aujourd'hui, nous sommes en 2024, lorsqu'on voit les grands projets qui ont été mis en avant en Arabie Saoudite et qui ne sont pas du tout des projets à balayer d'un revers de main, la politique saoudienne, la stratégie, la vision saoudienne, c'est clairement une vision d'avenir. Ils ont compris la réalité du monde, ils ont compris le basculement du monde, et l'Arabie Saoudite, comme certains États voisins, comme les Émirats arabes unis, on peut mettre le Qatar aussi, le Sultanat d'Oman également, clairement sont déjà dans l'après-siècle, sont déjà dans une vision stratégique que dans le monde occidental, nous n'avons pas et qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui sont absolument visionnaires, qui ont compris les grandes orientations du monde, sur quoi va se jouer l'évolution de la globalisation, et ils veulent vraiment se positionner comme hub central, et c'est ce qui est en train de se dérouler. Vous regardez les derniers événements sportifs, tels que les derniers matchs de championnat du monde de boxe, ça peut faire un peu rire, mais ça s'est déroulé en Arabie Saoudite. Vous prenez aujourd'hui les meilleurs joueurs de football au monde, vous avez donc Cristiano Ronaldo, vous allez me dire, ok, il est vieux, mais il est toujours compétitif, Karim Benzema, qui était quand même Ballon d'Or, Riyad Mahrez, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc les meilleurs joueurs, les meilleures stars du championnat anglais, qui était le meilleur championnat du monde, jouent aujourd'hui en Arabie Saoudite. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans le village le plus perdu, je ne sais pas moi, du canton du Valais ou au fin fond de la France, ou peut-être même au Groenland, les gens regardent le championnat saoudien. Moi, je disais en plaisantant avec des amis qui essaient de regarder le championnat saoudien, vous ne le prenez pas mal, hein. Je disais, vous êtes en train de regarder la Camel League en plaisantant, c'est-à-dire, mais c'était simplement une façon de rire pour faire comprendre que le monde était en train de changer. Les Chinois ont essayé de créer un championnat compétitif qui soit regardé par la planète entière. Ils n'ont pas réussi. Les Américains, les États-Unis, avec tous leurs moyens, n'ont pas réussi. L'Arabie Saoudite y est arrivée. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a reçu, je crois, quelques 12 millions de touristes, hors le pèlerinage. Elle ambitionne d'avoir 100 millions de touristes en 2030. Alors peut-être que c'est quelque chose, comment dirais-je, d'exagéré, une ambition qui ne tient pas compte peut-être des réalités, des capacités hôtelières, mais toujours est-il qu'il y a une ambition forte qui n'existait pas auparavant et que le monde est en train de changer. Vous avez l'initiative vous savez, la Belt Road Initiative des Chinois. Vous avez aussi un projet concurrent qui place l'Arabie Saoudite au centre, c'est le nouveau corridor
Inde, Moyen-Orient, Europe. Donc il y a peut-être du plomb dans l'aile avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza, mais c'est une réalité. C'est un corridor structurant particulièrement fort qui place l'Arabie au centre. On est très loin de l'Arabie saoudite qui était celle des milliardaires qui dépensaient tout et n'importe quoi. Vous avez une classe entrepreneuriale extrêmement compétente, vous avez une volonté de changement, vous avez une volonté d'innovation scientifique qui prendra du temps, mais qu'il faut savoir prendre très au sérieux. Moi, je considère que l'Arabie saoudite, c'est clairement le centre du monde de demain, dans une dizaine d'années, dans une vingtaine d'années, avec au cœur du jeu la relation avec l'Iran. C'est la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui va dire, en fait, où va se situer le centre du monde. Si nous nous situons toujours dans la continuation du rapprochement qui s'est tenu depuis l'année dernière grâce à la diplomatie chinoise entre l'Iran et l'Arabie saoudite, pour moi, je considère que la zone névralgique, le cœur central du monde sera dans cette région. Si par contre la guerre qui est en train d'émerger au Liban aujourd'hui prend l'ampleur qu'elle risque de prendre, alors les choses pourront se passer différemment. Et sur l'Iran, tout en ayant entendu ce qui a été dit, j'ai un point de vue quand même différent. Pour moi, l'Iran, c'est aujourd'hui plutôt un pays qui recherche sa place dans le concert international. Vous savez, c'est un peu comme le Japon à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est-à-dire un pays qui est en train de monter en puissance. L'Iran est une puissance scientifique. Très clairement, le niveau éducatif des Iraniens est absolument impressionnant. Dans certains domaines scientifiques, je pense aux biotechnologies, les mathématiques, les Iraniens sont au niveau top mondial. Top mondial. Ils pourraient rivaliser pour avoir même certains Nobel scientifiques. C'est un pays qui a énormément évolué en ce sens, mais dont la puissance est contenue, surtout à travers toutes les politiques de restriction et d'embargo, et qui cherche en fait à se normaliser. Mon point de vue est différent, mais après je peux partager le fait, comment dirais-je, des regards qui soient divergents, et les politiques de proxy qui sont menées par l'Iran sont plutôt pour moi des tentatives en fait de faire pression pour se donner des moyens de négocier. L'Iran, il faut regarder que c'est une civilisation ancienne, qui remonte à plusieurs milliers d'années, une des plus anciennes civilisations du monde, avec une tradition diplomatique qui est très ancienne, et je pense que les Iraniens sont beaucoup plus prudents que ce que l'on imagine. Vous regardez ce qui s'est passé le mois dernier avec la riposte iranienne à la destruction de son bâtiment diplomatique à Damas. C'était une riposte qui a été très mesurée. Ils n'ont même pas cherché à frapper Israël, alors qu'ils en avaient les moyens. Donc du coup, je prendrais quand même un petit peu de recul par rapport à ça. Yeah, I would like you ask just about Saudi Arabia and Iran relations. They're always with tense. Now we see a restoration of relations. My question is, maybe Middle East should be allowed to, to find peace on its own, you know, or do you see some international community constructive ideas how to bring peace in the region? My first observation is that indeed you are right, the world is changing. I don't think that 10 years ago we could have imagined that the diplomatic relations between Riyadh and Tehran would be renewed in Beijing. This shows many things. This shows that, let's say, the Western influence in that part of the world is not what it used to be. And maybe because that influence is not because before they would have controlled everything, and I don't think they would have allowed the Chinese to play a mediating role in that part of the world. And as the Western, let's say, influence is diminishing, you see appearing regional powers like Saudi Arabia, like Iran, like Turkey, which are taking much more influence in their own region, according to their own interests. And in a way, it's a good thing, because it obliges these regional powers, and I think in the Middle East you have really four, which have to find a modus vivendi and a new equilibrium, a new balance. And in my view, those four are Saudi Arabia, Iran, Turkey, and Israel. Maybe with Egypt, which is sort of partly in North Africa, partly in the Middle East. And Egypt is a very, very complicated case also, because the situation there, because of the poverty and the demography, makes it very, very scary also, especially in terms of migration towards Europe, maybe one day. But if we exclude Egypt, I think a new balance will have to take place between those forces. The second thing, development of infrastructures. It's true there are very exciting new visions, new projects,
but we have also to realize that this region has been the less connected in the world, I think. If you compare to Europe, certainly, if you compare to Asia, certainly. So there they are really coming from far away. And the development of these corridors with high-speed trains and roads and pipelines and so on is long overdue and has been hampered by the political obstacles between the various countries and the mistrust that has traditionally existed between those various countries. So we see the beginning of something, but in my view it's just the beginning, and there are still many uncertainties. But I believe it's in our interest as Europeans that this dynamic proceed further. Thank you, Sandani. Question about Saudi Arabia and relations with the USA. How would you characterize them, and what will happen with the finishing of petrodollar agreement between these two countries? Alors sur les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, il faut voir qu'on est en train de vivre aujourd'hui une révolution historique. C'est un élément majeur de transformation en matière de géoéconomie, relations internationales, en fait tout ce que vous voulez. Il faut savoir qu'on est parti sur une temporalité à la fin de la Seconde Guerre mondiale où s'est créée une espèce de grande alliance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, avec l'idée tout d'abord que l'Arabie Saoudite allait devenir le principal fournisseur de pétrole des États-Unis, avec un accord qui était un accord de 50 ans, qui avait été renouvelé à une période donnée. Donc c'était le fameux pacte du Quincy, qui avait été signé d'ailleurs sur un bateau, et qui s'est fait dans des conditions très, très particulières, parce qu'il y a eu deux réunions. Il y avait une première, vous aviez l'ancien roi d'Arabie Saoudite, donc qui était le roi Abdelaziz, qui rencontrait... D'abord Churchill, qui l'avait reçu avec un cigare en buvant de l'alcool, alors même que Churchill était quelqu'un qui était extrêmement érudit et connaisseur de l'islam, mais qui l'avait fait presque par provocation. Et de l'autre côté, Roosevelt, qui s'est privé de fumer toute cigarette pendant plusieurs heures, alors qu'on le connaissait comme étant quasiment incapable de rester une minute sans une cigarette, entre guillemets, à la bouche. Et c'est ce qui a vraiment fait basculer l'Arabie Saoudite pour des éléments culturels en direction des États-Unis, outre le fait aussi que les États-Unis n'étaient pas connus dans la région comme ayant colonisé, en tout cas pour le moment, des peuples arabes. Et donc ça, c'est un élément important. Donc cette alliance a perduré pendant très longtemps. Elle s'est renforcée dans les années 70 avec un agrément en 1974, où au moment où les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar en or, eh bien on est passé au système pétrodollar, où les États-Unis, à travers l'entremise du très intelligent Kissinger, eh bien, a réussi à faire en sorte que, en acceptant une augmentation des prix du pétrole, eh bien, le pétrole soit obligatoirement libellé en dollars et vendu en dollars. Et c'est ce qui a permis de poursuivre la toute-puissante domination du dollar sur l'économie mondiale. Et depuis quelques années, on assiste à un phénomène mené en particulier par l'Arabie Saoudite, qui est celui de la dédollarisation. Il y a eu un divorce dans les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a eu une opposition sur plusieurs choses et une tentative de déstabilisation du leadership saoudien ces dernières années. Et Mohammed Ben Salman a une rancune à l'égard des États-Unis, et on a très bien vu la façon à travers laquelle il avait reçu Biden il y a quelques années, non c'était en 2022, une façon de le recevoir extrêmement froide alors que Biden s'était rendu jusqu'à Riyad, et la façon dont par exemple le président russe, Vladimir Poutine, avait été reçu avec les honneurs les plus fastueux à Riyad. D'ailleurs il s'est passé la même chose d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis, enfin réception absolument incroyable, et ça donne quand même beaucoup d'indications sur l'évolution du monde. L'Arabie Saoudite est clairement en train de prendre ses distances, elle a pris ses distances avec les États-Unis. Elle s'est mise à acheter des armes russes, système anti-aérien S-400, qu'elle a acheté aux Russes, donc ça a été quand même une évolution très importante. L'Arabie Saoudite a signé un contrat pour la construction de 2 réacteurs nucléaires avec les Chinois, et ça c'était une évolution majeure. On n'est pas du tout en train de commercer avec les Américains, et lorsque vous commencez à commercer sur les armes et sur les centrales nucléaires, ça veut dire que vous êtes en train de mettre en place des partenariats stratégiques qui s'inscrivent sur des décennies. Et ça, c'est une grande évolution. Et en dehors de tout ça, l'Arabie Saoudite est rentrée dans les BRICS,
et a commencé à procéder en fait à des échanges en devises locales, à la fois avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie, avec les Émirats. Et ça, c'est une grande révolution parce qu'on est en train de sortir du système du pétrodollar. Et depuis au moins l'année dernière, l'Arabie saoudite vend une partie de son pétrole en yuan chinois. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Elle le vend aussi aux Indiens en roupies. Et depuis quelques mois, l'Arabie saoudite a officialisé le fait que le pétrole saoudien ne serait plus officiellement délivré en dollars tel qu'il l'était. Donc c'est-à-dire que la vente en autre devise n'est plus une exception, mais devient la règle. Et ça, c'est une grande révolution économique. Thank you, Shem. What is the probability that Saudi Arabia will be a mediator in the Ukrainian war? Alors moi, je fais le pronostic, on en avait déjà parlé lors d'un précédent apéro géopolitique, que si accord de paix il y a sur l'Ukraine, cet accord de paix sera monitoré par la Chine, mais sera signé soit en Arabie Saoudite, soit en Turquie. Donc ça va être plutôt la concurrence entre Erdogan et MBS. Mais en tout cas, je suis persuadé que cette signature, si elle a lieu, et s'il n'y a pas l'éclatement d'un conflit majeur dans la région, il aura lieu au Moyen-Orient, et que ce sera à la manière, vous savez, des accords d'Astana, qui ont été un espèce de début d'accord de paix pour la Syrie et qui marque une révolution, parce que les accords d'Astana, c'était la signature par 3 pays, la Turquie, l'Iran, la Russie, d'un accord qui mettait en place en gros un début de solution de paix en Syrie. Et ça s'est signé à Astana, en Asie centrale, très loin de l'Europe, très loin du Moyen-Orient. L'Ukraine, donc plein cœur de l'Europe, si on considère l'Europe dans toute sa globalité, eh bien, va certainement voir la signature d'un accord de paix, si paix il y a, au Moyen-Orient. Et en cela, je pense qu'elle mettra en évidence la montée en puissance des capacités diplomatiques de l'Arabie saoudite. Et je vais aller plus loin que ça. Il y a clairement une intelligence diplomatique qu'on a perdue en Europe et dont on devrait s'inspirer lorsqu'on regarde la façon de faire en termes de capacité d'influence, capacité de discussion des pays du Golfe, en particulier de l'Arabie saoudite, ou d'un autre pays dont on ne parle pas beaucoup, qui est le Sultanat d'Oman. Parce que le Sultanat d'Oman, par exemple, a fait beaucoup dans l'accord qui a permis justement le premier accord sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, ou les dernières discussions en cours actuellement et existantes entre l'Iran et les États-Unis. Parce qu'il y a des discussions actuellement entre les deux pays. Voilà. Thank you. My last questions to the experts. Jean-Daniel, what role can international organizations, states, or peace initiative play in mitigating the conflicts, in fostering cooperation in the Middle East, in all this situation? So, your vision of the peace in the region. This is a very long-term vision because I don't see any international organization today which can really play a decisive or even influential role anywhere in the Middle East, who are really dealing with states. We know that the Security Council, which would be the organization where these kind of things should be discussed, has been dysfunctional for so many years now that I don't see much what they could do. Now, one of the big challenges where there is no solution today is the day after in Gaza. Maybe this is one of the most acute questions. And today the UN is playing a crucial role, UNRWA in particular, because they are the ones who are providing most of the humanitarian assistance. Plus, UNRWA has a kind of, is almost a state-like institution because, I don't speak about now, but before the war they were running schools, they were running hospitals. I think they had like 250,000 children being educated only in Gaza. So they have many attributes of the kind of public services, public utilities that a state can provide. And I would say, if I see a role for an international organization in the Middle East today, I don't think we'll have an OSCE of the Middle East anytime soon. I don't think we'll have a NATO of the Middle East anytime soon. But I believe the UN can play, and I hope the UN will play not just a humanitarian, but maybe also a governance role in Gaza after the end of the hostilities there. The question is, when will these hostilities end? We know that there is a Biden plan
But we know also that if Netanyahu would accept that plan, it would mean that he has accepted that he could not fulfill any of his two objectives. Objective one, destroy Hamas. No. Objective two, free the hostages. Actually, we don't even know how many hostages are still alive. And none of these two objectives have been met. So accepting the Biden peace plan would mean I accept that I was defeated in a way. At least that I cannot say, I cannot proclaim victory. And then on the Hamas side, the Hamas is ready to agree on a ceasefire only if there is a withdrawal of the Israeli forces and if it is a permanent ceasefire. And so far they have no guarantees that the Netanyahu government is ready to give them that. So I'm not very optimistic for the very near future. But I believe, and I'm sure that already now in the offices here and in New York, people are already doing some planning for the after hostilities, and that they can play a very useful role. Thank you very much, the experts, for your answers. I welcome you for questions to address to Jean-Daniel. Vous avez tout à l'heure, si je me permets de juste faire une petite juste des remarques, mais pas une question. Vous avez parlé de en Arabie Saoudite qu'un jeune leader vient avec une vision jeune, mais sans la préparation de la région. Parce que quand une région comme Middle East, qui a tout, il ne manque rien, qui essaye de se développer, vous frapperez fort. À qui? À des gens qui n'ont pas envie que vous avancez. Il y a deux concurrences principales. Les Américains, et je suis désolé de dire aussi, les Européens. Moi je suis européen comme monsieur l'ambassadeur, mais je suis d'origine de la région. Et là, vous frappez très fort, vous dites qu'on a envie de se développer, on a envie de dépasser l'Europe, mais vous n'avez pas développé coopération régionale. Vous développez l'intérieur des pays, votre voisin il y a des conflits. Vous développez votre intérieur des pays, qui c'est une bonne chose, votre voisin vous déteste. Vous développez pour la jeunesse, mais les jeunesses ils ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est les pays voisins. C'est-à-dire, avant de se préparer pour le développement, on a frappé fort aux concurrences qui est extrêmement plus fort que vous. Point de vue démocratie, militaire, économie, tout. Et là, bien évidemment, il faut frapper où il y a des soucis. Le souci, ça vient par le problème palestinien-israélien qui est un vrai problème. Il faut créer la guerre. Et de la même manière, en Europe. En Europe, on a tout, mais les Américains, ils ont créé une guerre dans un continent qui nous avons les civilisations, l'histoire, la culture, tout ça. Et tout à l'heure, tout ce que vous avez dit, c'était même choquant pour moi. Donc ça fait mal. Qu'aujourd'hui, les Européens, ils cherchent la paix avec les interventions des intermédiaires des pays Middle East qui n'ont pas d'expérience dans ce genre de choses. Et là, maintenant, les Européens sont obligés de chercher la paix par les pays, Middle East, ailleurs ou en Chine. C'est-à-dire, on a donné cadeau la Russie dans les mains des Chinois. Prenez la Russie comme cadeau, que c'était un rêve de Chinois d'avoir la Russie dans leur champ, et aujourd'hui c'est le cas. Moi je pense qu'il y a un vrai problème, si je résume ça, il manque un leader dans la Middle East, qui ne pense pas seulement à son pays, qui ne pense pas à juste ses pays voisins, mais il pense à l'ensemble de la région. Ils disent, je développe de la région, je vais travailler avec des pays, même avec les pays que j'ai un problème de religion, c'est un problème de pensée, idéologie, politique, sociale, mais là on va développer ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est possible de se développer individuellement? C'est possible. Système collectivisme, c'est plus fort que individualisme. Merci beaucoup, Professor Sandé. Oui. Some comments shortly because we're really nervous. The last question, please, Christina. Christina, Republic of Moldova, and that probably gives you a sense that the question will have some links with the war in Ukraine. But allow me to get the hint from or to link my comment with your intervention that you have made about the double standards, because we hear that here in Geneva as well quite often. When tackling the humanitarian perspective, for example, because that is what Geneva, first of all, deals here with, right? And in case of Ukraine, as we know, the war has brought to a humanitarian disaster. The figures say for itself.
the UNHCR was presenting this year that 6.4 million refugees have left the country. The International Organization of Migration was indicating about 2.345 million internally displaced. The question, and now the reference to Gaza, because of course we have been also the eyewitness and looking at the news and everything, and there the shocking situation is that regardless of the situation on the ground, the borders were closed for the refugees. And the question, can you elaborate more, maybe both of you, why this happens? When we hear Egypt, for example, that they will be willing, for example, to open the corridors only for those which are wounded, or for the north part, the same situation, Lebanon and others, they were not willing to take refugees from Gaza. So that's, about this double standards perspective, which can also be this question addressed back to Middle East neighbors. I think there are worse examples of double standards than that one. When I see many people, were cheering when the ICC is indicting Vladimir Putin and Shoigu and now even Gerasimov, people are cheering, and the same people are ready to take massive sanctions against the same ICC when they threaten or suggest to indict Israeli leaders. So for me, this is a pretty worst case of double standards. There is a very straight answer to your question. Egypt has been very afraid for years and years and decades that Israel would throw the issue of Gaza or the Gazawis on their lap. And they are very afraid of exactly what you said, which is ethnic cleansing of Gaza, because they know that if they leave, they will never come back. And they will never come back, and the fear that they have is that the day after they have left, you will have caravans coming there with settlers, and that will be another settlement enterprise, which is illegal by international law. But I think that is the Egyptian fear, and that's why they are keeping the border closed with the dramatic humanitarian consequences we know. Thank you very much, dear experts, for insightful discussion. Thank you very much, dear guests, for your interest and for your attention. Now we would like to invite you to apéro.